Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Adobe en collaboration avec Meeting One et One to Learn. Aujourd'hui donc, nous allons parler de la formation des clients et des partenaires. Et pour cela, nous avons convié Damien Brown-Donks, le fondateur et PDG de One to Learn, Jacques Fayet, consultant indépendant expert en e-learning et classe virtuelle, et Yannick Legarf, qui est ingénieur en télécommunications et ambassadeur e-learning chez Meeting One. Je vais d'abord laisser la parole à Yannick qui va nous donner l'agenda de cette heure. Oui, merci Géraldine. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous pour vous parler de ce sujet que je trouve particulièrement passionnant. Donc je vais effectivement vous présenter l'agenda que nous avons préparé. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, nous ferons un petit sondage pour vous demander ce que c'est pour vous la formation des clients. Et puis nous donnons quelques raisons pourquoi former ses clients et ses partenaires. Et puis en fait, le cœur de ma présentation, ça sera de vous présenter une étude qui a été faite par l'Institut IDC sur la formation des clients. Donc ils ont interrogé 500 entreprises. Et donc ça nous permettra, cette étude, de vous présenter les points qui sont les plus importants pour nous, en fait, les points qu'on a identifiés comme vraiment clés par rapport à la formation des clients et des partenaires. Ensuite, nous aurons une petite session que nous animerons avec Jacques de questions-réponses. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dès maintenant, si vous en avez, à réagir à ce qu'on dit. Comme ça, on les prendra en compte à ce moment-là. Et puis en fait, dans la dernière partie, Damien donc vous présentera ce que propose Adobe pour la formation des clients, notamment avec Adobe Captivate Prime. Voilà, alors en quoi consiste la formation des clients? Donc on va, merci Géraldine. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre, ce que c'est pour vous la formation des clients. Et puis je vais poser, pendant ce temps, la question à Jacques et à Damien. Donc Jacques, pour toi, en quoi ça consiste la formation des clients? La formation des clients, c'est un peu une évolution du monde de la formation qui était historiquement plutôt orienté salarié et qui de plus en plus va s'étendre, et on peut imaginer qu'effectivement le monde des clients va être un monde très très important, des clients et des partenaires. Je crois qu'on va étendre ça aux partenaires. Et puis peut-être aussi, et je sais qu'il y a quelqu'un de l'Université du Temps Libre là qui est connecté, on peut aussi même imaginer le monde des seniors, pourquoi pas, qui s'étend. Donc je pense qu'on devrait assister à une extension du monde de la formation, quelque chose qui va encore s'élargir. Merci Jacques, oui. À toi Damien. Oui, pour toi, c'est quoi la formation des clients? Ouais, pour moi, le mot-clé, c'est expérience. Donc, il s'agit de créer une expérience utilisateur et de prolonger finalement l'expérience utilisateur qu'une marque peut, ou qu'une entreprise peut donner sur son site ou avec ses produits, et donc prolonger cette expérience par de la formation, ce qui permet donc non seulement de fidéliser le client à la marque, mais également de s'assurer quelque part que le client va correctement utiliser les produits qu'on a à sa disposition, ce qui à son tour va pouvoir augmenter notre image de marque, l'image de marque de notre entreprise. Donc c'est un enjeu fondamental pour moi, je pense, dans l'avenir. Merci beaucoup pour ce retour. Donc je vois qu'on a eu des réponses aussi de nos participants. Merci beaucoup pour vos réponses. Donc ce que tu es juste en train d'indiquer, Damien, justement, prolonger le contact avec la marque, effectivement, c'est un point clé qu'on va retrouver, vous allez voir dans ce qu'on vous a préparé, pour aider le client à mieux utiliser nos produits, leur apporter la connaissance nécessaire à l'atteinte d'un objectif fixé par la stratégie de l'entreprise. Voilà, donc en fait, on va retrouver tous ces points et puis quelques autres. Donc merci pour ces réponses. Alors je vais vous donner, je vais enlever le sondage et vous donner donc une définition très factuelle de la formation des clients. Donc la formation des clients consiste à former et à mettre à disposition des ressources de formation pour ses clients, ses partenaires, ses franchisés. Voilà, donc en gros, c'est faire ce qu'on fait déjà en interne, mais le faire aussi à l'externe. Donc bien sûr, ça va bien au-delà de cette définition et c'est le sujet de tout notre webinaire. Alors, quelles sont les raisons qui poussent à former ses clients et ses partenaires? Alors, je vais vous indiquer les principales raisons qu'on a identifiées et puis aussi qui ont été identifiées par l'étude.
Et surtout, si jamais vous avez des raisons qui ne sont pas dans cette liste, n'hésitez pas à intervenir parce que ça sera particulièrement intéressant, hein, ça permettra d'enrichir justement les éléments qu'on a. Voilà, donc avant de vous présenter les points précis, voilà, je voulais revenir quand même sur, de façon globale, en fait, hein, tous ces points concourent effectivement, comme vous l'avez dit, hein, tous les deux, je pense, hein, Jacques et Damien, ça modifie vraiment la relation qu'on a avec les clients, hein, donc on utilise souvent le mot expérience client. Donc en fait tout est dans cette interaction, hein, parce qu'en fait voilà, créer de la valeur dans une entreprise, en fait c'est faire émerger de la valeur à partir des interactions des gens, donc en général c'est plutôt des employés, et là on intègre également les clients, et donc les interactions vont co-créer de la valeur en fait pour les deux parties. Alors voici les différentes raisons, donc là, qui n'ont pas été forcément triées, donc on va les retrouver pendant tout ce webinaire, hein, ces raisons-là évidemment, donc avec différentes vues. Donc voilà, donc je vous laisse en prendre connaissance, on reviendra sur tous ces points. Il y a quand même pour moi, hein, trois catégories différentes, hein, qui se manifestent, hein. Donc il y a plutôt des raisons qui sont plus d'optimisation en fait, hein, de l'existant. Donc effectivement, réduire le nombre d'appels par exemple au support client, hein, effectivement, hein, c'est un bon indicateur et puis c'est une bonne raison, hein, pour former ses clients. Ça permet de tenir notamment des grands volumes, hein. La conformité aussi, hein, par exemple, pour faire en sorte assurer la bonne utilisation de ses produits et de ses services. Donc ça c'est très important, notamment pour les entreprises qui font du matériel, hein. On a des raisons qui sont plus dans le développement en fait, hein, et plus dans une approche plus systémique, je pense, de l'entreprise. Donc par exemple, acquérir de nouveaux clients, développer des réseaux de partenaires par exemple. Donc là on est plus dans l'approche de développement. Et puis des raisons qui sont plus vision d'entreprise, effectivement, stratégie. Par exemple, communiquer sur sa marque, qui est une bonne raison, je pense, qui correspond à cette catégorie. Donc l'étude que je vais vous présenter maintenant, a été réalisée à la fin 2021 par l'Institut IDC, donc qui est un très gros organisme, hein, de conseil et d'études, hein, dans le domaine des technologies de l'information, puis aussi dans le domaine des télécommunications, hein, c'est le leader en la matière au niveau mondial. Donc c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. Donc c'est des entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui sont internationales, hein, qui sont dans tous les pays, mais certaines entreprises sont aussi que sur le marché américain, dans tous les secteurs, hein, donc il n'y a pas eu de spécification. Alors ce qui est intéressant sur cette étude, c'est qu'elle a été réalisée vraiment sur un très grand panel en fait, hein, d'entreprises, 500 entreprises. Donc ça permet d'avoir des informations particulièrement intéressantes et fiables, hein, par rapport à d'autres études. J'ai connaissance d'autres études, mais réalisées sur des toutes petites échelles. Donc des fois c'est plus dur à interpréter. Ça permet d'avoir des éléments clés. Alors leur objectif initial, hein, c'était de faire un état de l'art, hein, en fait, hein, sur ce sujet qui est relativement nouveau. Et puis de dégager des facteurs clés de performance. Voilà, alors en fait, ils ont tout de suite été amenés en fait à une certaine surprise, hein, lorsqu'ils ont réalisé l'étude, c'est qu'en fait ils ont distingué, donc ils cherchaient des facteurs clés de performance, mais en fait ils ont très rapidement été amenés à distinguer deux types d'entreprises. Voilà, donc l'étude, on vous la mettra à disposition, hein, en téléchargement à la fin du webinaire, donc vous aurez le complet de l'étude, là on vous présente vraiment les grandes lignes. Donc elle est en anglais, hein, donc c'est pour ça qu'on a mis le mot anglais. Donc ils ont distingué les entreprises qu'ils ont appelées les thrivers dans l'entreprise, donc on a traduit nous en prospères, et puis un autre type d'entreprise, qu'ils ont appelé les survivors, qu'on a traduit en survivants, hein, pour cette étude. Alors je vais vous montrer maintenant comment ils sont arrivés à ces deux types d'entreprises. Donc en fait ils ont pris en compte 8 indicateurs de performance, qu'on va voir sur le diagramme suivant. Et donc c'est ça qui leur a permis de distinguer ces deux groupes d'entreprises. Voilà, donc ils sont partis, donc voilà les 8 indicateurs de performance, hein. Donc ils ont posé pour les 8 indicateurs clés, donc qui rejoignent, hein, les raisons qu'on a déjà vues ensemble, hein, améliorer l'expérience client, croissance du chiffre d'affaires, améliorer la rétention des clients et les autres points qui sont listés après. Voilà, ils ont posé cette question-là et puis ils ont demandé aux entreprises de s'auto-évaluer en fait, hein, de leur demander par rapport aux actions de formation des clients sur les 2 dernières années, quel pourcentage d'amélioration vous constatez, hein, sur ces différents points. Donc par exemple sur la croissance du chiffre d'affaires, ils ont posé cette question. Et donc leur surprise, ça a été que au lieu d'avoir, quand on fait ce genre d'enquête, en général on a une moyenne,
Et puis on a une belle courbe de Gauss, une belle courbe en cloche, avec une répartition voilà, qui se répartit bien autour de la moyenne. Et là, ils n'ont pas obtenu ça du tout, en fait. Ils ont obtenu deux courbes en cloche, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu deux moyennes. Donc un groupe d'entreprises qui était, par exemple, pour la croissance du chiffre d'affaires, autour de 8% à peu près. Hein. Donc il y avait plein d'entreprises qui avaient en moyenne 8% de croissance, et puis avec des entreprises voilà, réparties un peu autour des 8%. Et puis un autre groupe d'entreprises hein, donc qui se répartissaient donc, pour un chiffre donc à peu près, d'après mon diagramme, autour de 16-17% par rapport à la croissance du chiffre d'affaires. Voilà, donc ça a été une première surprise. La deuxième surprise, c'est qu'ils ont constaté que pour leurs 8 questions, ils avaient exactement le même phénomène en fait, hein, qui se produisait. Il y avait vraiment deux groupes d'entreprises différents. Et puis on peut dire que la troisième surprise, il se trouvait que c'était les mêmes entreprises qui avaient toujours le pourcentage le plus faible et les mêmes qui avaient le pourcentage le plus fort. Voilà. Donc en fait, ils ont, à partir de ce critère, voilà, ils ont vraiment distingué après dans toutes leurs questions les réponses de ce qu'ils appellent donc les prospères et puis les réponses des survivants. Donc par exemple, vous voyez sur le diagramme, par exemple, améliorer l'expérience client, voilà, donc la première barre hein, qui est en lilas, magenta, voilà, correspond aux réponses des prospères, hein, donc ça veut dire qu'ils ont constaté, par exemple, sur l'amélioration de l'expérience client, alors évidemment c'est qualitatif, ils ont quand même pu donner un nombre, donc voilà, on a une estimation à 15% par exemple, d'après les entreprises, et par contre, pour les survivants, donc qui sont de la barre qui est située en dessous, en bleu marine foncé, voilà, pour la même réponse, voilà, on est autour de 8% par exemple. Voilà, donc n'hésitez pas hein, après à poser la question, voilà, si jamais vous voulez qu'on revienne sur ce point, parce qu'il est vraiment fondamental, et puis dans l'étude, justement, il n'est pas forcément très bien expliqué, donc c'est important pour comprendre l'étude, et puis pour comprendre les enseignements qu'on peut en tirer, parce que parfois, voilà, c'est justement très utile de distinguer les deux pour en tirer des enseignements par rapport à la formation des clients. Voilà, donc je vais vous présenter 4 diagrammes, hein, donc ça c'est le premier. Voilà, le second diagramme, les bénéfices clés, en fait, c'est, on leur a demandé, voilà, quels sont les bénéfices clés de la formation de vos clients et de vos partenaires. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui est important pour vous, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est, alors pour chaque résultat, voilà, on a mis en bas ceux qui avaient en cumulé hein, le pourcentage le plus élevé. Voilà. Donc, on peut lire le diagramme du bas vers le haut. Puisque c'est les réponses qui ont eu le plus de pourcentage par rapport à ce qui a été demandé des entreprises. Donc ce qui est cité le plus, c'est augmenter la satisfaction des clients, voilà, en moyenne. Hein. Donc vous voyez par contre qu'il y a une grosse différence. Donc c'est un point qui n'est pas plus important que les autres pour les survivants, mais augmenter la satisfaction des clients, c'est de loin le point le plus important pour les prospères. Voilà, donc on peut déjà tirer un premier enseignement. Hein. Si on se demande par exemple comment on peut passer de survivant à prospère, donc il y a effectivement, comme ça rejoint ce qu'on disait au début, hein, l'expérience client, la relation client, créer une interaction voilà, créatrice de valeur. Donc effectivement, ça passe par la satisfaction des clients. Et vous voyez que pour les prospères, ça passe même devant l'augmentation du chiffre d'affaires. Voilà, parce que ce sera l'augmentation du chiffre d'affaires, ça sera une conséquence. Et puis elle sera dans la durée. Hein. Donc pour eux, la satisfaction des clients passe de loin avant ça. Voilà, ce qui n'est pas le cas par exemple pour les survivants. Voilà, un autre point qu'on peut noter, c'est effectivement sur le premier point, réduire le nombre de pertes de clients. Donc vous voyez que c'est un point qui est beaucoup plus important pour les survivants. Donc on voit qu'ils sont plus en position plus défensive en fait, hein, plutôt qu'en posture de développement. Donc c'est aussi un critère différenciateur voilà, qui est intéressant. Voilà. Donc sur les autres, il n'y a pas de différence notable, hein, donc on ne va pas, voilà, je ne vais pas vous donner d'explications plus détaillées là-dessus. Les principaux défis à relever. Donc là, ce sont les problèmes, hein, en gros, qui se présentent hein, à chacune de nos catégories d'entreprises. Donc vous voyez le point donc en bas, hein, le plus important, c'est le retour d'information de la formation aux ventes. Donc ça, c'est un point très important parce que la formation des clients transforme complètement l'entreprise, puisqu'en fait, c'est un processus qui est complètement transversal. Tout le monde est impliqué. Il y a les experts métiers, bien sûr, hein, qui vont intervenir par leurs compétences, leur expertise. Il y a la formation, le service marketing aussi, bien sûr le service vente, puisqu'on est en relation directe avec le client. Et le problème, c'est de faire travailler tous ces services ensemble et aussi de remonter toutes les informations. Donc ça, vous voyez, c'est le souci qui apparaît voilà, en premier, hein, le défi à relever le plus important. D'ailleurs, il n'y a pas de différence notable hein, entre les deux types d'entreprises. Hein. Chacun a le souci et personne voilà, n'a de solution
idéal hein, par rapport à ça. Un autre point voilà, important sur lequel il y a une grosse différence, c'est la difficulté pour les clients de trouver les formations, voilà, et puis la difficulté de justifier les investissements. Donc ces deux critères, on voit que c'est des critères qui sont très importants pour les prospects. Hein. Voilà, ils mettent beaucoup d'énergie dessus. Pour eux, c'est vraiment un défi important. Hein. Donc on voit aussi qu'ils sont plus dans ils ont plus une attention à la personnalisation, à offrir un service vraiment adapté en fait à leurs clients, alors que les survivants sont plus en fait dans ce qu'on peut appeler l'industrialisation, hein, c'est-à-dire pouvoir former de façon massive leurs clients. Voilà. Et puis un dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la formation non ciblée. Donc vous voyez là que les survivants, c'est un problème pour eux, les formations non ciblées. Donc ils ont beaucoup de formations effectivement, mais elles ne sont pas forcément adaptées au public. Alors que les prospères, voilà, c'est pas un souci qu'ils ont, donc c'est un problème qu'ils ont a priori mieux résolu hein, que les prospères. Donc là-dessus, évidemment, il y a beaucoup de méthodes pour le faire, hein, et il y a des méthodes technologiques aussi. Hein. Donc, par exemple, Adobe a une technologie qui s'appelle Adobe Sensei, d'intelligence artificielle, hein, par exemple, qui permet d'aider à ce genre de choses hein, pour cibler individuellement en fait les formations. Voilà, et puis le dernier diagramme voilà, que je vous présente, donc ce sont les méthodes utilisées actuellement. Donc vous voyez, ce sont des méthodes très classiques, hein, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces méthodes. Donc un point important, c'est que les méthodes donc, les plus citées, hein, donc les 4 méthodes qui se trouvent en bas, hein, tutoriel, PowerPoint, vidéo, les supports, vous voyez, c'est des techniques voilà, très peu interactives, hein, mais qui dominent vraiment pour l'instant la formation des clients et des partenaires. Il y a la partie LMS, donc formation e-learning à la demande, qui est encore, on peut dire, très peu utilisée hein, par rapport aux méthodes traditionnelles. Donc on peut noter quand même une différence. Les prospères, elle est plus utilisée par les prospères que les survivants, mais la différence n'est pas énorme. Et puis le point vraiment où il y a une grosse différence, c'est les formations par un instructeur. Voilà, donc ce qui nous semble très instructif, c'est un message aussi qu'on voulait vous passer. Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, les prospères, en fait, ne sont pas des gens qui automatisent tout, en fait, hein, qui n'utilisent que la technologie. Ils mettent, au contraire, par rapport aux survivants, ils mettent vraiment l'humain en valeur, hein, puisqu'ils font beaucoup plus de formations présentielles. Donc voilà, donc c'est un point sur lequel on voulait insister, parce que c'est vrai que notre métier, surtout mon métier, c'est vraiment la technologie. Mais le but, c'est pas du tout que la technologie remplace les humains, c'est plutôt que la technologie amplifie les compétences humaines, les interactions, puisqu'on a vu hein, qu'effectivement la valeur émerge des interactions humaines, et donc voilà, la technologie est vraiment au service de l'humain, et pas l'inverse. Voilà, donc là, j'ai terminé pour l'étude, et voilà, donc je vous propose des questions-réponses, donc vous pourrez voilà, poser vos questions, et je vais commencer par une première question, oui, à toi Jacques. Donc tu as été pionnier de la classe virtuelle en France, hein, voilà, il y a de nombreuses années maintenant, avec la Segos. Donc ça a été une vraie tendance de fond, hein, même si j'imagine à l'époque il n'y a peut-être pas grand monde qui y croyait, mais bon, la classe virtuelle maintenant, voilà, elle est là et puis bon, elle va rester. Hein. Alors, est-ce que tu penses que la formation des clients, ça peut être une grande tendance de fond, comme l'a été par exemple la classe virtuelle, ou est-ce que c'est une mode, un joli mot, hein, voilà, Customer Education, mais qu'il n'y a pas vraiment quelque chose derrière? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'effectivement, on est en train d'assister à quelque chose qui devrait être assez important, une lame de fond. Je crois qu'il y a une première façon de voir les choses qui est de regarder l'apprentissage du point de vue de l'expérience client. Et on commence à voir apparaître l'expression learning experience, expérience d'apprentissage, et on ferait des parallèles entre l'expérience d'apprentissage et l'expérience client. Je trouve ça assez malin de changer un petit peu de point de vue, et un petit peu comme tu l'as dit tout à l'heure, bien sûr, il y aura toujours des formations top-down, des formations qui seront imposées par l'organisation, par les outils, etc. Mais le souci du client devrait faire apparaître une autre façon de concevoir les formations, quelque chose de beaucoup plus orienté utilisateur, avec beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'autonomie, une autre façon de faire. Et je trouve aussi, mon deuxième point, ça serait de dire que avoir une approche client, dans le monde de la formation, c'est aussi
avoir une approche qui soit un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire quand on monte des formations à partir des contenus. Alors bien sûr, il y aura toujours des formations à partir des contenus, mais là, on pourrait imaginer que la formation soit plus orientée à partir des utilisateurs, à partir de leurs questions, à partir de leur façon de faire. Et du coup, la formation serait plus centrée sur la relation humaine. Tu as mis l'accent tout à l'heure sur le rôle de l'instructeur, mais pas seulement, j'imagine. On avait déjà repéré dans tout le monde du e-learning le rôle clé de l'accompagnement, une organisation complètement froide, outillée et pas suffisante. Au contraire, c'est ce que les outils permettent de faire qui est intéressant. Le collectif, l'apprentissage par les pairs, les communautés d'utilisateurs, enfin tout ça me paraît vraiment intéressant et on voit apparaître donc comme facteur clé le souci du client. Et ça, je trouve ça quelque chose qui soit vraiment un peu une lame de fond. Alors bien sûr, la question, et faire le lien avec ce que Damien va pouvoir dire, c'est qu'après, la difficulté, c'est de trouver les outils pour faire ça. Parce que tous les outils top-down, ils sont assez faciles à utiliser. Vouloir organiser les choses autrement, monter des dispositifs de formation, mettre l'utilisateur au centre de la formation, c'est quand même relativement compliqué. Donc, un peu comme on l'avait vu par rapport aux classes virtuelles, l'outil il est relativement neutre. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va en faire. Donc, on va parler tout à l'heure des outils. L'intéressant, ça sera de voir comment les utilisateurs vont pouvoir s'approprier ça, justement, pour faciliter l'expérience client. L'autre point de vue qu'on pourrait avoir, c'est on avait posé en entrée une question sur les LMS. On observe un relatif échec, enfin, en tout cas le fait que les LMS ont un peu dérapé de leur utilisation. Ils sont excellents pour piloter la gestion de la formation et je pense que ça, on va continuer à les utiliser pour ça, mais ce que montre cette étude, ce que montrent les questions qui ont été posées, c'est que autre chose est attendue, une autre façon de voir les choses est attendue et on attendra effectivement de voir comment on va pouvoir faire ça. D'accord, très bien, merci. Ça pourrait s'avérer une belle transition, oui, avec notre partie suivante. Je vais poser la question à Damien. Alors, justement, Damien, tu proposais dans ton livre, hein, voilà, j'ai relu l'introduction tout à l'heure, ton dernier livre sur Adobe Captivate Prime, tu parlais de nouvelle génération de LMS. Alors justement, pour toi, comment tu vois l'évolution des LMS et notamment par rapport à l'angle aussi de la formation des clients et des partenaires? Ce que j'aime bien dans la question que tu viens de poser, c'est comment tu vois l'évolution. Parce qu'effectivement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le LMS qui existe depuis plusieurs années, il nous a bien servi pendant pas mal de temps. Il a répondu à nos besoins. Et on ne va pas jeter ça à la poubelle parce que quelque chose évolue. Moi, ce que je remarque, et c'est dans le prolongement de ce que disait Jacques, c'est que aujourd'hui, les gens se forment de plus en plus et de manière informelle. Il suffit de voir, par exemple, le réflexe qu'on a de plus en plus et que les jeunes ont, de se rendre sur YouTube, par exemple, pour aller regarder des tutoriels quand ils ont besoin de quelque chose. Donc ça, l'Internet et les technologies nous permettent d'avoir une pléthore d'informations à notre disposition et ça devient finalement un réflexe que d'aller se former, s'auto-former sur des plateformes comme YouTube. Et donc, ce réflexe est en train de transpirer aussi dans d'autres sphères, dans d'autres parties de notre vie quotidienne. Et donc, les clients en viennent à attendre d'une marque qu'ils puissent aussi leur donner de la formation. Ce que je disais aussi, Jacques, c'est que cette formation, elle est très différente de ce qu'on trouvait avant. Donc, elle va être centrée sur la personne qui a envie d'apprendre. Elle va être centrée sur l'apprenant, sur ses besoins spécifiques, sur sa façon d'apprendre. Et donc, le renversement auquel on est en train d'assister, c'est que le LMS traditionnel, c'est un outil qui a été formé au départ pour les administrateurs de formation, donc pour les départements formation des entreprises, pour les départements ressources humaines, et c'est un outil qui sert à administrer la formation. Donc, on va par exemple dans un LMS, on va inscrire des apprenants à nos formations.
Aujourd'hui, c'est plus vraiment comme ça que ça se passe. D'ailleurs, on ne parle plus de LMS, mais on parle de LXP, de Learning Experience Platform, une plateforme d'expérience d'apprentissage. Et dans un LXP, eh bien, on va renverser ça. Donc le LXP, il va être bâti autour de l'expérience de l'apprenant. Et donc l'idée, ce sera de donner à l'apprenant une série de formations à sa disposition, et puis c'est lui qui choisit quelle formation il a envie de suivre, c'est lui qui choisit à quel moment il a envie de la suivre, c'est lui qui choisit s'il a envie de la suivre de manière complète ou de manière partielle. Et donc, ça renverse complètement ici le paradigme. Alors, là où le LMS, ou en tout cas la manière, entre guillemets, LMS historique de faire les choses va rester, c'est que dans les entreprises, on va continuer à avoir ce qu'on appelle du compliance training, donc de la formation, entre guillemets, obligatoire. Et donc, le LMS du futur va toujours permettre, par exemple, de forcer l'inscription d'une personne à une formation, ou va toujours permettre à un département formation de piloter l'apprentissage des employés. Mais d'un autre côté, on va aussi avoir, en plus de tout cela, toute la partie expérience de l'apprenant, expérience utilisateur, liberté de choix de ce qu'on apprend, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui cadre bien avec aussi la formation du client, des partenaires, des franchisés, etc. Voilà. Et ce sera l'objet de ma démonstration de tout à l'heure. Donc on va voir un petit peu cette évolution entre un LMS et un LXP. On a quelques questions dans la conversation. Gérard, je voulais savoir si on avait pu répondre à la première question qui dit pourquoi dit-on que les SMS ont raté le coche. Je pense que Damien a fait une explication assez complète, mais s'il manque encore des éléments, il faut nous le faire savoir. Et puis l'autre question, c'est comment créer une série de contenus qui répondent aux attentes des clients en termes de personnalisation de ses besoins. Oui, alors pour répondre à la première question, moi je dirais que les LMS n'ont pas raté le coche. Les LMS, à l'époque, étaient tout à fait répondaient à la demande. C'est simplement la demande évolue. Et donc, le LMS tel qu'il est conçu aujourd'hui ne répond plus à cette demande, n'est plus adapté à cette évolution de la demande. Et donc, c'est pour ça qu'on doit faire évoluer le LMS vers le LXP. Mais c'est une évolution. C'est pas jeter ce qu'on a fait avant, c'est simplement venir repenser le paradigme, repenser les équilibres en jeu pour se recentrer plus sur l'expérience de l'apprenant, là où le LMS se centrait plutôt sur l'expérience, était plutôt un outil à destination des instructeurs ou des départements en formation. Donc voilà, le LMS n'a pas raté le coche, mais il doit évoluer aujourd'hui. Voilà, ça c'est en tout cas ce que moi j'aurais à dire sur la première question de ce monsieur. Sur la deuxième question, comment créer une série de contenus, ça on va le voir après dans Captivate Prime. Je ne sais pas si Jacques ou Yannick ont moi, ce que je veux juste dire par rapport à ça, c'est que effectivement, quand on construit des formations à partir des contenus, on a une logique assez descendante de ce qu'on va monter. Si on construit la même formation mais à partir de la demande des utilisateurs, on va avoir un point de vue complètement différent et peut-être même permettre au client de trouver par lui-même ce dont il a besoin et lui laisser la liberté de choisir la façon dont il veut apprendre, peut-être à partir de contenu, mais peut-être aussi avec d'autres, peut-être en participant à une communauté d'utilisateurs. Il y a 1000 façons d'organiser cette formation. Donc voilà, c'est simplement cette évolution-là, plutôt centrée sur la personne, plutôt centrée sur l'usage, plutôt que partir du contenu. Bon, c'est un peu l'option que j'essaierai de travailler. Ok. Réponse. On va passer alors à la deuxième partie de ce webinaire, s'il n'y a pas d'autres questions. Pour cela, en fait, c'est Damien qui va nous faire qui va nous parler de la plateforme Captivate Prime. Et en effet, Damien, il est un expert en la matière puisqu'il est aussi l'auteur du livre Entreprise LMS with Adobe Captivate Prime. Et c'est donc, je vais le laisser partager son écran et nous allons pouvoir découvrir avec lui l'expérience utilisateur avec Captivate Prime. Voilà, donc vous devriez voir normalement mon écran. Donc je suis ici connecté sur un compte test de Captivate Prime, le compte de Meeting One. Et comme dans toute plateforme LMS ou LXP, eh bien, il y a plusieurs rôles. Donc on a le rôle d'administrateur, on a le rôle d'apprenant, on a le rôle de professeur. Et moi ici sur Captivate Prime, eh bien, j'ai tous les rôles. Regardez, ici je suis connecté en tant qu'administrateur, mais je peux aussi être auteur, responsable, instructeur, etc. Alors le premier rôle que j'ai envie de vous montrer, c'est le rôle d'administrateur d'intégration. Ça c'est un rôle qui est plutôt réservé au départ aux
personnes qui travaillent dans le département IT. Mais j'avais envie de vous le montrer parce que dans Captivate Prime, eh bien, nous avons une série de connecteurs qui sont ici donc qui sont listés ici sur l'écran. Ces connecteurs vont vous permettre d'intégrer votre LMS ou votre LXP ici dans le reste des outils que vous utilisez dans l'entreprise. Alors, on retrouve ici des choses comme Salesforce, par exemple. On retrouve également des choses comme Harvard Managed Mentor ou des choses comme LinkedIn Learning. Ces connecteurs-là vont vous permettre de vous abonner à des catalogues de cours et de rendre disponibles ces catalogues de cours dans votre LMS. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, il y a d'autres types de connecteurs, notamment celui que nous avons ici, Marketo Engage. Alors si vous ne connaissez pas Marketo, eh bien Marketo, c'est une plateforme donc de marketing qui fait partie du Marketing Cloud d'Adobe. Et donc ici, vous allez pouvoir connecter Captivate Prime avec Marketo. Et ça, ce qui est très intéressant ici, c'est que votre LMS va pouvoir rapatrier des données marketing et à l'inverse, votre plateforme de marketing va pouvoir rapatrier les données du LMS. Donc, vous allez pouvoir dire, tiens, je remarque qu'un client s'est intéressé à un certain type de produit, a acheté un produit particulier, donc ça c'est une donnée qui vient de Marketo, et bien du coup, moi, dans mon LMS, je vais lui pousser telle formation. Ou à l'inverse, j'ai une personne qui a suivi la formation XY, eh bien, Marketo va être au courant de ce fait-là et va pouvoir alors suggérer, par exemple, un produit particulier ou le niveau 2 de la formation, etc., à votre client. Donc, ce qui est intéressant de voir ici avec la présence de ce connecteur dans Captivate Prime, c'est que c'est vraiment l'envie de faire sortir la formation simplement du cadre de la formation pure et dure ou de la gestion des ressources humaines, mais d'en faire une partie de l'expérience utilisateur et d'en faire également un outil marketing. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de vous montrer. Alors, je vais quitter ici le rôle d'administrateur d'intégration pour revenir au rôle d'administrateur tout court. Voilà. Et la deuxième chose que j'avais envie de vous montrer dans Captivate Prime, c'est la gestion des compétences. Parce que ce mot-clé, là, compétence, eh bien, ça va devenir véritablement un mot-clé. C'est lui qui va vous permettre de piloter finalement l'apprentissage non seulement de vos employés, mais également des partenaires, des franchisés et même éventuellement des clients. Donc je vais cliquer ici sur gérer les compétences et je vais arriver dans le gestionnaire de compétences de Captivate Prime. Alors nous avons ici une série de compétences qui sont listées. Ce sont des compétences que nous pouvons nous-mêmes encoder et je vais tout de suite créer une première compétence. Donc je vais ajouter ici une compétence supplémentaire en cliquant sur ce bouton. Donc je vais lui donner un nom à cette compétence, par exemple je vais l'appeler marketing, mettons. Je pourrais lui donner une description, alors on va gagner un peu de temps, je ne vais pas mettre de description ici. Et puis je vais donner plusieurs niveaux à cette compétence. Par exemple, je vais dire ici, une fois qu'on aura gagné 30 points sur cette compétence-là, eh bien on aura la compétence marketing niveau 1. Et on pourrait même éventuellement lier ça à un badge. Par exemple ici je vais dire, eh bien on sera alors certifié, par exemple, marketing niveau 1. Je peux ajouter un deuxième niveau à cette compétence. Donc, si on gagne 30 points de plus, mettons, eh bien, alors on devient gourou en marketing. On va dire ça comme ça. Vous voyez que l'aspect ludification ici a aussi toute son importance dans un LXP pour l'expérience de nouveau de l'utilisateur. Donc, je clique ici sur enregistrer. Oups, je n'ai pas pu faire l'action. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Ça, c'est ce qui se passe quand on fait une démo. Hein. Il y a toujours un truc qu'il faut faire. Alors, on va recommencer. Je vais faire donc marketing. Voilà. Je vais mettre, je ne sais plus combien j'avais mis. Je vais prendre ici un badge. J'ajoute. Je mets 30 points en plus. Je mets un autre badge. Voilà. J'enregistre et ça ne marche pas. Bon, ben, c'est pas grave, on va prendre une compétence qui est existante. Vous avez ici une compétence, par exemple, qui s'appelle Adobe Captivate, qui a un niveau, 20 points. Je ne sais pas pourquoi, quand j'avais fait le test, ça fonctionnait bien. Mais c'est pas grave, on va prendre une compétence ici qui existe déjà, donc Adobe Captivate. Vous voyez qu'il y a un seul niveau pour cette compétence. Et quand on a obtenu 20 crédits, eh bien on a la compétence Adobe Captivate. Alors ça c'est le gestionnaire de compétences. Maintenant, on va, pour la suite de cette démo, on va rester dans l'idée du LMS traditionnel, c'est-à-dire dans l'idée de
créer une formation que nous allons proposer à nos apprenants. Donc pour cela, je vais passer dans le rôle de l'auteur, donc c'est grâce à ce rôle-là que je vais pouvoir créer des formations. Alors en tant qu'auteur, j'ai accès à une bibliothèque de contenu dans laquelle je vais pouvoir uploader du contenu de formation. Alors ça peut être des modules interactifs qui ont été réalisés avec Adobe Captivate, mais ça peut être également des modules interactifs qui ont été réalisés avec d'autres outils, Articulate Storyline par exemple, ou Camtasia, n'importe quel outil qui est capable de générer des paquets SCORM va pouvoir s'interfacer ici avec Captivate. Donc, avec Captivate Prime. Donc, ce n'est pas réservé, Captivate Prime n'est pas réservé à l'hébergement de contenu créé avec Adobe Captivate. Ça peut être également des vidéos, des fichiers PDF, et si je descends dans la liste, vous allez également voir ici que nous avons, par exemple, des présentations PowerPoint ou des fichiers Word qui peuvent également être intégrés à cette bibliothèque de contenu en tant que contenu pédagogique. Alors, pour vous montrer comment cela se passe, je vais également ajouter ici un élément supplémentaire. Par exemple, je vais créer un contenu que je vais appeler Intro à Adobe Captivate. Voilà. Je pourrais mettre une description, etc. Le plus important pour moi, c'est d'aller chercher le contenu en question, donc qui se trouve ici sur mon disque dur. C'est une vidéo format MP4 et je vais tout simplement l'uploader ici sur Captivate Prime. Donc voilà, elle est en cours d'upload. Ça va prendre quelques instants et une fois qu'elle sera complètement uploadée, vous voyez que ça va encore assez vite, eh bien, je vais tout simplement cliquer sur enregistrer pour l'enregistrer. Je vais la mettre également dans un dossier, par exemple, dossier public. Il n'y a pas de dossier public. Voilà, public avec un grand P. Donc, maintenant que tout est uploadé, je clique sur le bouton enregistrer et donc j'ai ce contenu qui a été enregistré dans ma bibliothèque de contenu. Vous voyez que Captivate Prime est en train de traiter ce contenu. En fait, qu'est-ce que Captivate Prime est en train de réaliser? Eh bien, il est tout simplement en train de se rendre compte que ce que je viens d'uploader est une vidéo et il va du coup me proposer quelques options qui sont spécifiques aux vidéos une fois qu'il aura terminé le traitement de ce contenu. Alors, Gérard demande, selon Captivate Prime, qu'est-ce qu'une compétence? Alors, Gérard, je vais répondre à cette question dans quelques petits instants. Ça va devenir un petit peu plus clair quand on va faire un cours. Vous allez voir que, donc ici nous sommes dans la bibliothèque de contenu, où nous avons finalement une série de petits grains de matière, hein, donc des vidéos, des présentations PowerPoint, des PDF, des quiz, etc., etc. Et tous ces éléments-là, maintenant, je vais les rassembler dans un cours. Alors, pour créer un cours, eh bien, je vais ici dans la partie gestion, hein, ou ici apprentissage, vous avez les cours. Et donc, en tant qu'auteur, eh bien, je vais pouvoir ajouter un cours supplémentaire. Vous voyez qu'il y a déjà une série de cours qui ont été définis ici sur cette plateforme. Je vais cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un cours. Par exemple, ici, premier pas avec Adobe Captivate. Donc voilà, ça c'est le titre de mon cours. Alors, de nouveau, je pourrais donner une description à mon cours, une présentation détaillée, etc. Dans le cadre de cette démo, le plus important, ce sera le contenu du cours. Donc, c'est ici qu'on va faire le lien entre la bibliothèque de contenu et les cours. Donc, je vais ajouter des modules. Et là, ce qui est très intéressant dans le cadre de l'expérience qu'on a envie d'offrir à nos utilisateurs, aux personnes qui vont suivre cette formation, c'est que dans un cours Captivate Prime, eh bien, je vais pouvoir mettre des modules que les gens peuvent suivre à leur propre rythme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modules asynchrones. Donc ce sont les vidéos, les quiz, etc. qu'on peut suivre à son propre rythme. Mais on peut également inclure dans ce même cours des modules en live, donc soit en salle de cours, soit en salle de classe virtuelle. Et donc Captivate Prime ici va pouvoir s'interfacer avec des outils de classe virtuelle comme Adobe Connect, comme Zoom, comme Teams, etc. Ou bien vous allez même pouvoir faire la gestion de vos salles de formation dans Captivate Prime. Donc vous pourrez faire la gestion de votre liste d'attente, la gestion des inscriptions, etc. Directement ici dans Captivate Prime. Alors dans mon cas, je vais me contenter de quelques modules asynchrones à suivre à son propre rythme. Et je vais tout simplement ici, au hasard, cocher quelques modules qui étaient présents dans ma bibliothèque de contenu.
Évidemment, si vous faites un vrai cours, vous allez faire une recherche ici sur un mot-clé où vous allez choisir de manière un petit peu plus appropriée les différents modules que vous mettriez dans votre cours. Donc je vais ici les ajouter. Donc voilà ici le contenu de mon cours. Je peux réorganiser, si je le veux, ces différents éléments. Je peux forcer la séquence ou permettre aux apprenants de voir ces modules dans l'ordre qui leur convient, etc., etc. Donc, je ne vais pas passer en revue toutes les options parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vais cliquer sur Enregistrer. Voilà, comme ça, la première étape est réalisée. Maintenant, pour vraiment finaliser la création de ce cours, et Gérard, c'est là que la notion de compétence va revenir, je vais lier ce cours à une compétence. Justement, donc je vais dire, tiens, la personne qui suit ce cours, eh bien, elle aura, au niveau de la compétence Adobe Captivate, niveau 1, elle va obtenir 10 points. Donc, rappelez-vous que pour obtenir cette compétence, il en faut 20. Donc, ce cours ne sera pas suffisant pour obtenir la compétence Adobe Captivate. Mais ce sera déjà une partie de fait. Je peux également ajouter plus, donc en disant, tiens, celui qui suit ce cours va également avoir, par exemple, la compétence générale niveau 2, eh bien, on va obtenir 5 points pour cette compétence-là. Vous voyez qu'un cours peut être également lié à plusieurs compétences. Alors, c'est quoi une compétence? Finalement, c'est ce que vous décidez d'en faire. Donc, ça peut être une aptitude. C'est pas vraiment un mot-clé qui permet de retrouver du contenu, Gérard. Pour ça, on va plutôt utiliser la description ou les mots-clés qui sont liés au contenu ou au cours, mais c'est plutôt, oui, une aptitude professionnelle, une compétence qu'on a envie, vers laquelle on a envie de porter les apprenants. Alors, autre élément important, c'est le type d'inscription. Et là, nous avons nominé par le responsable, ça c'est une option qu'on retrouvait finalement dans le LMS traditionnel, qui servait, ou dont on se servait pour piloter la formation des apprenants, il y avait finalement presque que cette option disponible, en tout cas au début. Ici, vous voyez que par défaut dans Captivate Prime, le type d'inscription c'est auto-inscrit, donc on va permettre aux personnes d'eux-mêmes s'inscrire à leur propre cours et même éventuellement de se désinscrire. Si vous cochez cette petite case, les élèves auront la possibilité de se désinscrire au cours en question. Elle n'est pas cochée par défaut. Alors vous voyez ici qu'il y a une série de balises. C'est ça, Gérard, qui va plutôt permettre de retrouver le cours grâce au moteur de recherche de Captivate Prime. C'est plutôt ces balises qui vont rentrer en jeu. Et donc Gérard nous dit une compétence est flexible et peut donc évoquer le nom d'un produit, d'une attitude. Oui, tout à fait, absolument. Donc vous pourriez trouver, c'est plutôt cela une compétence. Ici, les mots-clés qui permettent de retrouver une formation, un contenu, ce sont plutôt ce qu'on appelle des balises ici dans Captivate Prime. Voilà, donc je vais enregistrer ce cours, voilà, et donc il ne me reste plus qu'à le publier pour le rendre disponible donc aux apprenants. Voilà qui est fait. Donc nous avons maintenant ce cours qui est publié, qui fait partie de notre bibliothèque. Alors maintenant qu'on a un cours, eh bien, il faut faire en sorte qu'il y ait des apprenants qui viennent suivre ce cours. Alors là, Captivate Prime vous propose plusieurs méthodes pour avoir des apprenants dans votre cours. Je vais pour ça revenir à mon rôle d'administrateur. Et la première chose que j'ai envie de vous montrer, je vais revenir au niveau des compétences. Donc, mon cours est lié à la compétence Adobe Captivate. Eh bien, regardez, si je clique ici dans la colonne élèves sur ce numéro, je vais pouvoir dire, eh bien, les personnes, par exemple, qui font partie, qui sont des employés, mettons, de l'entreprise, eh bien, j'ai envie que ces personnes acquièrent la compétence Adobe Captivate. Et donc, ces personnes-là vont voir au niveau de l'expérience de l'apprenant, Captivate Prime va mettre en évidence les différents cours qui sont liés à cette compétence dans l'expérience de l'utilisateur. Maintenant, rappelez-vous que nous pouvons avoir plusieurs cours qui sont liés à cette compétence. Et donc, ici, la manière dont l'entreprise va pouvoir piloter, va pouvoir avoir son mot à dire quelque part sur le cours que les apprenants vont suivre, c'est via cette compétence. Donc, on va pouvoir dire, voilà, moi ce qui m'intéresse en tant qu'employeur, c'est que vous puissiez acquérir la compétence Adobe Captivate, mais je me fous complètement de savoir quel cours vous allez suivre pour atteindre cette compétence. Donc j'ai 40 cours sur Adobe Captivate qui sont disponibles. Il y en a certains en français, il y en a certains en anglais, il y en a certains avec des vidéos, il y en a certains en présentiel, il y en a certains c'est du PowerPoint, il y en a certains avec des quiz, il y en a certains c'est de l'apprentissage communautaire, etc.
tous ces cours-là vont vous permettre d'acquérir la compétence Adobe Captivate. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'employeur, c'est que vous acquérez ces compétences. Mais par contre, c'est vous qui allez choisir en tant qu'élève comment vous allez vous y prendre, quel cours vous allez suivre. Et donc là, on revient sur la question qui a été posée précédemment, comment créer une série de contenus qui répondent aux attentes des clients ou des personnes informées ici. Eh bien voilà, par exemple, une façon de faire, c'est de transférer finalement la façon de voir les choses vers le concept de compétence plutôt que vers le concept de cours en tant que tel. Voilà, donc ça c'est une première façon d'inscrire des apprenants à des cours. Autre façon, ici, donc je suis dans l'expérience de l'administrateur, je vais aller dans ma bibliothèque de cours, et en tant qu'administrateur, eh bien, je peux prendre mon cours et venir ici inscrire des élèves comme je le faisais dans le LMS du passé. Donc je vais par exemple aller faire une petite recherche sur mon ami Yannick, et je vais dire, eh bien, Yannick Le Garf, il doit suivre ce cours, voilà, je l'inscris à ce cours, il n'a rien à dire, c'est pas lui qui choisit, c'est moi, en tant que manager ou qu'administrateur de formation, qui inscrit Yannick à ce cours. Donc ça, je dirais que c'est la façon top-down, la façon classique de faire, qui est toujours disponible ici au niveau de Captivate Prime. Alors Gérard nous dit, ça veut dire qu'il faut élaborer plus de contenu? Oui et non, ça dépend un petit peu de quel type de contenu vous parlez, puisque rappelez-vous que si je reviens sur le profil d'administrateur d'intégration, vous pouvez, l'entreprise peut souscrire à des bibliothèques de formation qui sont tierce parties. Je pense à LinkedIn Learning par exemple, ou je pense à Harvard Mentor Manager, je pense à d'autres éléments qui sont ici, je ne sais plus où ils sont, ou GetAbstract, qui est également une société comme ça. Donc vous pouvez vous inscrire à par exemple chez LinkedIn Learning, il y a des dizaines de milliers de cours sur des tas de sujets différents qui peuvent du coup être intégrés à votre offre de formation. Et donc ça, c'est du contenu que vous n'avez pas à créer vous-même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose que l'administrateur, que les intégrations permettent. Par contre, malgré que ce soit du contenu que vous ne créez pas vous-même, eh bien, ce contenu va quand même être intégré au catalogue de Captivate Prime et vous aurez quand même du reporting sur ces contenus et l'expérience que vous allez offrir aux apprenants va inclure ces cours-là aussi. Voilà. Alors, j'en étais à la manière finalement d'avoir des personnes dans les cours. Donc, je vous ai montré déjà deux façons de faire, donc via les compétences ou via l'apprentissage, l'inscription forcée des apprenants, comme on le faisait dans un LMS traditionnel. Alors, la troisième façon de faire, et ça pour moi c'est la plus révolutionnaire entre guillemets, pour vous la montrer, je vais aller au niveau de l'expérience de l'apprenant. Donc, je vais me connecter ici en tant qu'élève. Voilà. Et donc, voilà ce que les élèves verront. Donc, quand un apprenant va se connecter à la plateforme, il tombera sur ceci. Alors, je parlais tout à l'heure des compétences. Eh bien, regardez, les élèves ont eux-mêmes accès aux compétences. Donc ici, si en tant qu'élève, je vais dans les compétences, eh bien, je vois ici une série de compétences qui ont été assignées à mon profil. Ces compétences, elles ont été assignées à mon profil par mon gestionnaire de formation. Mais moi, en tant qu'apprenant, eh bien, je peux ajouter un centre d'intérêt. Regardez, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir que du côté de l'administrateur, on appelle ça une compétence, et du côté de l'apprenant, on appelle ça un centre d'intérêt. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter un centre d'intérêt » et je vais pouvoir choisir parmi les centres d'intérêt ou les compétences qui existent dans le LMS mais qui ne me sont pas encore assignées, eh bien, tiens, moi, la sécurité des systèmes d'information, c'est un truc qui m'intéresse, eh bien, j'ajoute cette compétence à mon profil. Donc, voilà comment, je dirais, la liste des compétences qu'une personne va sélectionner va être finalement un compromis entre ce que l'entreprise va assigner à cet employé, à cette personne, et les intérêts propres de la personne en question. Donc, voilà, ça c'est une chose intéressante également. Je vais également pouvoir accéder au catalogue de formation et je vais voir en priorité, bien sûr, les formations qui correspondent à mes compétences, mais pas que. Si j'ai envie de m'inscrire, par exemple, au cours en ligne de Damien, hop, eh bien, bon, ça j'ai déjà terminé, donc ça c'est un cours que je ne vais pas m'inscrire à ce cours maintenant, mais par exemple, intégration audio avec Adobe Connect, ben, hop, ça sonne bien, je regarde un petit peu ce cours, ah ben oui, ça m'intéresse, je peux m'auto-inscrire, vous le voyez à ce cours, il suffit de cliquer sur
inscrire, puis sur commencer, et voilà. C'est moi-même, je ne vais pas suivre ce cours évidemment maintenant, mais c'est moi-même en tant qu'apprenant qui ai décidé de m'inscrire à ce cours. Il n'y a aucun manager qui m'a forcé à le faire. C'est moi qui décide finalement de m'inscrire à un cours qui m'intéresse ou à un cours qui répond à un besoin précis à ce moment. Alors, un autre élément important ici de cette expérience utilisateur, c'est l'apprentissage par les réseaux sociaux. Donc, au niveau de Captivate Prime, eh bien, dans Captivate Prime, on a un moteur de réseau social. Donc, on va avoir ici la possibilité d'interagir avec d'autres personnes. Regardez, j'avais fait quelques tests. Oui, j'aime bien Queen et Simple Minds aussi. Donc, je ne sais pas, là, on peut ici, vous voyez qu'il y a des sondages, vous pouvez uploader des vidéos, vous pouvez discuter, etc. avec les autres personnes. Donc, ce côté apprentissage social est intégré à Captivate Prime. Et il y a très peu finalement de plateformes d'apprentissage aujourd'hui qui font cela, qui incluent ce côté apprentissage social, en tout cas comme ceci. Voilà, donc ça je dirais que c'est l'expérience des apprenants. Et le fait que les apprenants peuvent choisir leurs compétences et s'inscrire eux-mêmes à des cours, eh bien là, on va vers le côté LXP, vers le côté Learning Experience Platform. Et si je reviens sur la page d'accueil, vous allez voir également que Captivate Prime va proposer des cours aux apprenants. Donc ces cours sont recommandés en fonction de vos centres d'intérêt. Et donc, je reviens sur la page d'accueil. Et donc là, nous avons les formations que l'intelligence artificielle de Captivate Prime va me recommander en fonction des compétences de mes centres d'intérêt que j'ai moi-même choisis. Ici, plus bas, je vais avoir les recommandations basées sur l'activité des pairs. Donc, tiens, mes collègues, ou si on parle de la formation client, les personnes qui ont acheté le même produit que moi, ou les personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que moi, eh bien, que suivent-elles comme formation? Et donc, l'intelligence artificielle du système va également ici mettre en avant une série de formations qui correspondent donc à ce que mes pairs ont appris. Évidemment, tout ça sera relevant quand on aura un très grand nombre de formations dans le catalogue de cours. Hein. Donc, c'est ça que c'est aussi intéressant de pouvoir connecter son compte Captivate Prime vers des fournisseurs de formation externes afin d'avoir un grand nombre de titres et donc que l'intelligence artificielle puisse aussi proposer des choses intéressantes comme ça. Voilà, donc ça, je dirais que c'est l'expérience de l'apprenant. Alors, je vais revenir pour conclure au niveau de l'expérience de l'administrateur pour vous montrer encore 2-3 petites choses qui vont justement vous permettre de piloter cet apprentissage des partenaires et des clients. Tout d'abord, ici, dans la gestion des utilisateurs, eh bien, Captivate Prime va faire la différence entre un utilisateur interne et un utilisateur externe. Donc, l'utilisateur interne, eh bien, typiquement, c'est l'employé de l'entreprise. Donc là, c'est le côté, je dirais, LMS classique, entre guillemets. Ce sont les personnes qui sont sur votre payroll et que vous devez former. Les utilisateurs externes, ce sont justement les utilisateurs qui proviennent d'une autre entreprise que la vôtre. Ça peut être vos clients, mais ça peut être également des franchisés que vous devez former, ça peut être des partenaires, ça peut être des fournisseurs qui doivent avoir une formation particulière sur certains éléments. Donc voilà, ça c'est un élément ici de l'administration de Captivate Prime. Vous voyez qui vous montre bien que cette idée de former des clients, des prestataires, des franchisés, des collaborateurs est incluse dans, je dirais, dans l'ADN du système. Alors, un autre élément, pour ça je vais aller dans les paramètres ici de la plateforme, c'est ce qu'on appelle en français les comptes d'homologues. Alors c'est quoi les comptes d'homologues? Eh bien un compte d'homologue c'est un autre compte Captivate Prime, mais comment dire, au niveau de la facturation, si vous voulez, de Captivate Prime, ce compte d'homologue va être lié à un compte de base. Par exemple, ici, dans votre compte de base, vous achetez, mettons, 1000 places dans le LMS, eh bien, vous pouvez en céder une centaine, par exemple, à un compte d'homologue. Donc, ce compte d'homologue va aller puiser finalement ces sièges dans votre compte de base. Et qu'est-ce que ça permet de faire cela? Eh bien, ça permet par exemple de changer le branding, donc de changer l'image de marque de chaque compte. Par exemple, si vous gérez plusieurs marques ou si vous gérez plusieurs produits, eh bien, vous pourriez décider d'avoir des comptes d'homologue pour avoir ici, dans chaque compte homologue, votre logo, votre nom,
ou de personnaliser le compte avec les couleurs de la marque du produit en question que vous voulez choisir, mais d'avoir alors en même temps une gestion centralisée de tout cela grâce à ce système de compte d'homologue. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est prévu dans Captivate Prime et qui vous montre bien que le système est pensé avec ce genre de problématique en tête. Voilà, j'arrive déjà au bout de ma présentation. Je sais que ça va très très vite et ça fait pas mal d'informations. Le message de base, j'espère qu'il est bien passé. Je vais revenir ici sur... voilà. Donc, j'espère que le message de base est bien passé. Donc, la différence entre un LMS et un LXP, le fait que Captivate Prime ne vous impose pas de choisir entre un LMS et un LXP, vous pouvez toujours faire de l'apprentissage top-down avec Captivate Prime comme on le faisait avant, mais vous avez toute une couche expérience utilisateur, expérience d'apprentissage avec l'intelligence artificielle, etc., qui vient en plus. Le mot-clé dans tout ça, au niveau pédagogique et gestion, ce sont les compétences. Et puis, je dirais que le fait qu'on puisse connecter Captivate Prime à des plateformes comme Salesforce, comme Marketo, etc., eh bien, ça vous permet finalement d'inclure une dimension formation et apprentissage dans les démarches marketing et les démarches vente, sales de l'entreprise. Voilà, je te rends la parole, Yannick, ou Géraldine, je ne sais pas qui. Oui, Géraldine. Merci, Damien. Oui, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours là. Très bien. Alors voilà, merci beaucoup, Damien, pour cette démonstration. On a pu constater en effet que Captivate Prime, c'est vraiment conçu avec l'expérience client en ligne de mire. Et je voulais aussi remercier Jacques Fayet et Yannick pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous tous, nos invités, d'être venus pour votre attention. Nous espérons que ce webinaire vous a plu. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et de vous remercier et de vous voir très bientôt, j'espère. Merci.